Émission Coin des leaders de Syllaba. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Vous qui nous suivez à travers les médias Syllaba, nous avons comme invité sur le plateau de Coin des leaders M. Mamadou Dieng, qui nous vient de la commune de Sandiara, du docteur Serigne Diop. M. Dieng, bonsoir. Bonsoir Salif, maa ngi lay sant di la gërëm di rafetlu seen invitation ci émission bi ci ni ngeen choisir sama modeste personne pour inviter ma fii tey pour ñu waxtaan. Et voilà donc aujourd'hui l'émission Coin des leaders de Syllaba Média a le plaisir d'avoir sur le plateau un jeune diplômé, un ingénieur topographe, quelqu'un qui tout à l'heure vous allez le découvrir et je vais lui laisser faire sa présentation pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Monsieur Dieng, qui êtes-vous? Bonsoir Salif. Ça va être un peu difficile de décrire ma personne, mais je vais juste essayer de dire. Monsieur Dieng, c'est un jeune natif de Sandiara qui a débuté son cycle primaire à l'école Ndiana Ndour de Sandiara. Ensuite, son cycle secondaire à Thiadiaye, au CM de Thiadiaye. Ensuite, j'ai eu mon bac au lycée Demba Diop de Mbour. Après, pour les études supérieures, j'ai commencé à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que j'ai abandonné ensuite pour aller faire du génie civil à l'école polytechnique de Thiès. Bon, après l'école polytechnique de Thiès, après l'obtention de mon diplôme de technicien supérieur, j'ai fait le concours d'entrée à l'UFR Sciences de l'ingénieur de l'université de Thiès. Là, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de conception. C'est l'équivalent du Master 2. Master 2, oui. Voilà. Après avoir commencé à travailler, j'ai eu à faire intégrer l'IADL, Institut de développement local de Thiès, pour faire un master en management de projet et projet de développement. Voilà. Pour mon parcours professionnel aussi, j'ai commencé ma carrière avec le groupement d'entreprises françaises Razelbeck Sodia Satom en tant qu'ingénieur projeteur. C'était un grand projet financé par le MCA, Millennium Challenge Corporation des Américains. C'était au nord de Saint-Louis pour un projet d'aménagement hydro-agricole. Après ça, je suis venu chez Jean Lefebvre pour être là-bas chef du département topographie. Jusque-là, je suis là-bas. Et voilà donc, chers téléspectateurs, vous venez de le suivre, c'est l'invité de Coin des leaders sur le plateau de Syllaba Média. Et voilà donc, M. Dieng, des habitants, c'est-à-dire les inondations en cette période d'hivernage. Et voilà donc, nous savons au Sénégal, les inondations sont fréquentes lors de la saison des pluies, avec des dégâts considérables sur les populations les plus vulnérables. L'efficacité de ces investissements considérables peut être largement améliorée en les inscrivant dans une politique plus large de gestion intégrée des inondations. Qu'en dites-vous? Salif, permettez-moi d'abord de faire un petit rappel sur ce qui s'est passé au Sénégal. Parce que moi, je vous rappelle aussi que je suis le vice-président du réseau des jeunes géomètres et géomatriciens du Sénégal. Et on travaille sur ce projet pour essayer de proposer des solutions aux collectivités locales, aux Sénégalais. Voilà. Donc, dans ce sens, depuis qu'on a transféré les compétences, parce que le Sénégal, vous savez, on a transféré les compétences aux collectivités locales. Ouais. Et on les a laissées toutes seules pour se débrouiller. Et pour cela, il faut une vision. Parce qu'on vous donne des compétences, on vous dit, vous devez faire votre commune. Mais on vous donne sans argent. Peut-être il y a des accompagnements, mais ça ne suffit pas. Donc, pour cela, il faut une vision. Si vous avez une vision, comment dérouler cette vision? Donc, cette vision, il faut avoir un plan pour dire que j'ai un plan pour vraiment sortir ma commune de tel problème, tel problème, tel problème. On peut citer les inondations, certes, mais il y a d'autres problèmes. C'est des problèmes globaux. C'est global. Donc, c'est des problèmes d'aménagement, en quelque sorte. Les problèmes sont globaux. Donc, c'est un problème d'aménagement qui se pose aujourd'hui au niveau du Sénégal.
Et voilà, donc un problème d'aménagement. Et sur ce, nous avons vu avec le plan Orsec, donc on peut dire que le plan Orsec n'est pas la solution aux inondations, parce que depuis l'ère Wade jusqu'à Macky, beaucoup de milliards ont été injectés dans ces projets d'aménagement, mais jusqu'à présent, les actions restent vaines. Oui, c'est vrai, parce que le plan Orsec, en fait, c'est des solutions temporaires. Nous voulons des solutions pérennes, des solutions qu'on peut poser et qui peuvent régler le problème. Mais avant un problème, il faut poser des actes qui peuvent nous éviter d'avoir des problèmes. Il ne suffit pas de laisser les gens aménager comme ils veulent, les gens construire comme ils veulent. Après, il y a des problèmes, on trouve une solution. Moi, la démarche qui est nécessaire aujourd'hui, je le souligne très souvent, la plupart des villes secondaires, c'est-à-dire comme les communes de Sandiara, communes de Thiadiaye, Ndiéguéniao, Nguéniène, c'est des communes qui n'ont pas de plan cadastral. C'est des communes qui n'ont pas de plan d'occupation des sols. Si on avait ces plans-là, un plan d'occupation des sols, un plan cadastral, les gens n'allaient pas construire comme ils veulent. Donc, n'importe comment. Ouais, n'importe comment. Ouais. N'importe comment et n'importe où aussi. Ouais. Parce que si on a un plan d'occupation du sol, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui te donne les courbes de niveau, les zones habitables, les zones non habitables. Tout ça, vous l'avez sur un plan. De ce fait, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un plan cadastral. Ça va aider à avoir peut-être l'autorisation de construire. Aujourd'hui, dans nos villes secondaires, on ne peut pas demander d'autorisation de construire. Parce que si vous venez, pour avoir une autorisation de construire, il y a les services compétents, les services techniques qui doivent donner leur avis. Comme Par le exemple, cadastre, le cadastre, l'urbanisme et la mairie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cadastre. Si vous n'avez pas de plan cadastral, pour vraiment connaître la contenance de la parcelle, si c'est 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, il y a un problème. Ouais. Si vous ne connaissez pas là où passe l'eau, comme on le dit en Wolof, voilà. Et vous laissez les gens construire sur là où l'eau doit passer, donc ça bloque. Et c'est ça qui cause les inondations. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ce qu'on pouvait faire, c'est de doter de chaque commune un plan cadastral, un plan d'occupation des sols, en associant l'association des jeunes, les agriculteurs, les éleveurs, les femmes, tout le monde. Après, si tout le monde se sent concerné, ça peut faciliter les choses. Et même plus loin, ça peut éviter les problèmes de litige foncier. Aujourd'hui, je vais construire quelque chose, la population, il y a un soulèvement. La population dit non, vous n'allez pas construire parce que ici, c'est le champ de mon père. C'est un domaine réservé. Voilà, réservé. Alors que le régime foncier au Sénégal, aussi, aujourd'hui, ça pose problème. Donc, du coup, moi, c'est un ensemble. Moi, je pense qu'il faut reconstruire la base. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est sur cette reconstruction de la base, parce que vous l'avez entamé, vous l'avez dit à l'entame de vos propos, à savoir les compétences transférées, et donc les collectivités locales sont laissées à elles seules. Et donc avec l'axe 3 de la décentralisation aussi, nous avons vu, donc quand on parle de termes de concentration et de déconcentration, et là on voit que les collectivités locales sont laissées en rade, entre guillemets, c'est-à-dire à elles seules, se débrouiller pour essayer de faire leur plan d'occupation et d'aménagement. Et aussi, donc, maintenant, nous avons vu même des problèmes qui gangrènent cette démarche, à savoir l'affaire Ndengler et aussi les terres de Ndiaganiao aussi, l'affaire Ndengler avec les terres de Ndiaganiao, mais aussi au niveau de Nguéniène. Donc le foncier est tout à fait confronté à un problème réel au Sénégal. Oui, exactement. Vous parlez de l'affaire Ndengler. Au fait, j'ai discuté avec un ami, je lui ai dit ça. Aujourd'hui, le problème, il y a la plupart des maires, 90% des maires du Sénégal ne connaissent pas leurs limites administratives. Il n'y a aucun maire, bon, je dirais pas aucun, mais 90%, disons, des maires ne peuvent pas
te montrer leurs limites administratives. Donc le problème de Ndingler, on dit que le foncier appartient à Ndiaganiao, d'autres disent que le foncier appartient à l'autre commune, Djilah ou Djilas, je ne sais pas. Oui, Djilah. Donc ça, c'est un problème. Et si on avait un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement, on définit clairement les limites de la commune. On a les limites de la commune et après, on peut matérialiser ça. Et chaque maire saura que ma commune débute ici et se termine ici et j'ai une assiette foncière de tant de kilomètres carrés. Là, je vais essayer de voir avec mes projets, essayer d'établir un plan d'occupation des sols, appeler tout le monde, les acteurs de développement, se mettre autour d'une table, discuter. Voilà, les projets qui concernent l'agriculture sont là, les projets qui concernent l'élevage sont là, les projets qui concernent l'industrialisation sont là, les projets qui concernent la santé sont là. Donc, de répartir les projets et ça permettra aussi de bien répartir les projets. Parce qu'il ne suffit pas de faire un projet n'importe où et n'importe comment. Voilà. Donc, là, tout le problème retourne sur le problème de la base. Et ça aussi, en tant que vice-président du réseau des jeunes géomètres et géomaticiens du Sénégal, le problème concerne les collectivités locales, mais aussi, il y a nous, acteurs, nous, techniciens, on a notre part. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Mais comment vous avez votre part de responsabilité là-dedans? Aujourd'hui, vous savez, vous prenez les cabinets de géomètres experts au Sénégal. Il y a beaucoup de cabinets qui, aujourd'hui, c'est des vieux. Ils ont leur agrément ou ils l'ont pas? Ils ont leur agrément, mais ils font ça du népotisme. Par exemple, un vieux, il a un agrément, il meurt, il y a son fils qui l'utilise. Le vieux, c'est un technicien, mais son fils, il n'est pas un technicien. Il n'est pas technicien. Ça peut poser des problèmes. Effectivement. Même au niveau des cadastres. Ils n'ont pas assez de moyens. Peut-être ces temps-ci, ils ont des GPS différentiels. Parce qu'aujourd'hui, avec l'ascension fulgurante de la nouvelle technologie relative à la topographie, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses extraordinaires à faire. Mais il y a les vieux, bon, ils sont bien, mais il faut se mettre à jour pour suivre la marche des choses. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas la nouvelle technologie. Ou bien le vieux aussi, il est assermenté, mais son fils n'est pas assermenté. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont issus des écoles de formation, des géomaticiens, des ingénieurs, des techniciens. Ils sont là à peiner à trouver du boulot. Mais est-ce que ce n'est pas un problème pour l'ensemble des géomaticiens du Sénégal? Parce que si vous constatez qu'il y a ce déficit, est-ce que il ne s'y pose pas la nécessité de se créer en association où vous allez essayer de pérenniser ce métier en faisant des sessions de recyclage ou bien de formation? Oui. Parce que c'est sur ce point même que je vais vous dire, actuellement, avec l'association, le réseau des jeunes géomètres, je salue de passage le président Abdou Mbacké Diop, qui est très brillant, qui est très brave. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un projet qu'on appelle une commune, un géomètre. Parce qu'aujourd'hui, pour aider le pays, pour aider les jeunes à trouver de l'emploi, on peut faire un partenariat gagnant-gagnant. Comment? Nous, on prend les jeunes issus de l'école, affiliés à notre réseau. On les place, on fait un partenariat avec l'Association des maires du Sénégal. On place ces jeunes-là au niveau des collectivités locales. Les collectivités vont y gagner parce que ces jeunes sont là, c'est des techniciens et c'est nous, en retour, qui allons assurer leur formation, leur accompagnement, les accompagner techniquement et essayer de trouver un peu d'argent avec l'association des maires pour acheter du matériel. Avec ce matériel, on les accompagne à aider la collectivité. Il y a un géomètre qui est là. Bon, si je dis géomètre aussi, le réseau, c'est des géomètres et des géomaticiens. Donc, si une commune est capable de prendre un ingénieur, elle le prend. Si une commune est capable de prendre un technicien, comme ça va permettre à tout le monde d'avoir du boulot. On ne va pas dire que ce sont les ingénieurs qui ont trouvé du boulot, non les techniciens ou bien vice-versa. Donc ce qu'on va faire, tout le monde va y trouver son compte. On va prendre ces gens-là, on les met à la disposition des mairies, ils vont les accompagner sur les projets de lotissement, sur les projets d'aménagement et tout ça, on va les accompagner. Et voilà donc, chers téléspectateurs, vous suivez Coin des leaders sur le plateau de Silaba Média. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir aujourd'hui M. Mamadou Dieng,
qui nous vient de la commune de Sandiara. Donc, M. Dieng, nous allons continuer surtout dans ce volet de la territorialisation avec surtout une définition que tout le monde attend. Et tout à l'heure, d'aucuns se posent la question, d'abord, c'est quoi un plan de développement local? En fait, un plan de développement local, c'est un plan qui est érigé pour accompagner. Comme ce que j'ai commencé tout au début, je vous ai dit qu'il faut une vision. Mais une vision, ça se traduit. Ça se traduit. Donc, si vous traduisez la vision en un plan à suivre, c'est ce plan-là qui aide à développer votre commune. C'est ça qu'on appelle un plan de développement local. Vous définissez les axes de développement, la démarche à suivre pour développer votre commune. Et ça demande aussi des suivis. Par exemple, à Sandiara aujourd'hui, on a le plan Sandiara émergent. C'est comme le plan Sénégal émergent. Donc aujourd'hui, on a le plan Sandiara émergent qui a des axes, les mêmes axes que le plan Sénégal émergent. Donc le maire de Sandiara, M. Serigne Gueye Diop, il s'est inspiré du plan du président Macky Sall pour faire son plan. Et ça, il l'a établi pour vraiment industrialiser Sandiara, développer Sandiara et tout ça. Mais ce qui se pose aujourd'hui aussi, on a des plans. On déroule un plan, mais à un moment donné, moi, je demande à ce qu'on fasse une évaluation mi-parcours. Parce que quand vous déroulez quelque chose, à un moment donné, il faut s'arrêter et voir, voir ce qui ne marche pas. Parce que la perfection, c'est du domaine divin. Voilà. Ouais. Donc, on peut commencer à mettre en place un projet. On peut commencer à vouloir faire quelque chose, mais à un moment donné, on s'arrête, on évalue, on voit ce qui ne marche pas, et on essaie de l'améliorer. Ce qui marche aussi, on continue comme ça. Ouais. Et voilà, donc sur ce, donc, on peut conclure en disant que donc, ce plan de développement, donc, c'est une approche de développement local. C'est le processus de mobilisation d'acteurs locaux en fonction d'une logique territoriale afin de relever le défi de l'emploi, du développement des communautés. Ma question, pourquoi le développement local? Le développement local, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que quand on est dans une zone, aujourd'hui, on a laissé les communes à elles-mêmes. Donc, il faut vraiment essayer de voir comment sortir la tête de l'eau, comment trouver de l'emploi aux jeunes. Par exemple, dans ma présentation, si vous regardez, je vous ai dit, j'ai fait l'école primaire à Sandiara, collège à Thiadiaye et le lycée à Hambourg. Ça veut dire que Sandiara n'avait pas de collège ni de lycée. Ouais. Et sur ce parcours-là, il y a beaucoup de cracks qui ont abandonné les études à cause des conditions difficiles. Et là, sur ce point aussi, je remercie le docteur Serigne Gueye Diop parce que c'est lui qui a mis en place le lycée fantôme de Sandiara. Ouais. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Tu fais l'école primaire, tout ton parcours jusqu'au bac à Sandiara. Et c'est après que tu dois sortir pour aller faire la formation. Et aujourd'hui, il est en train de mettre en place le lycée technique. Bon, on attend toujours que ça voit le jour. Le lycée technique, ça va permettre à l'étudiant qui a le bac d'aller là-bas, se faire former et pour ensuite travailler au niveau de la zone industrielle. Effectivement. Donc, l'objectif, c'est un renouveau économique, social, voire parfois environnemental d'un espace délaissé ou en crise. Exactement. Donc, vraiment, bravo à Serigne Gueye Diop, le maire de Sandiara. Et voilà, donc sur ce, je pense que vraiment, vous l'avez dit tantôt, il faut une vision, il faut aussi des démarches claires avec une stratégie bien définie. Et donc, je pense que pour faire un plan de développement local, il faut d'abord élaborer. Donc sur ce, ceux qui nous écoutent voudraient vraiment être au diapason de cette méthodologie. Donc, comment élaborer un plan de développement local? Bon, je ne vais pas trop entrer sur les détails, mais en résumé, c'est comme ce que vous aviez dit, il faut associer les acteurs. Okay. Il y a des acteurs qui sont là-bas. Comme ce que j'ai dit tantôt, qu'il faut l'association des femmes, l'association des jeunes, il faut les religieux, il faut associer tout le monde autour d'une table, essayer de voir comment développer notre commune. Quels sont les secteurs, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, comment on va faire pour trouver des ressources.
Et tout ça, ça nous permet aussi de mettre en place le plan. Mais il y a des démarches à suivre. Ouais. Il y a beaucoup de démarches à suivre. Par exemple, si je vous cite le plan d'occupation du sol, il y a des démarches qu'on a mis en place, qui sont là, c'est-à-dire des étapes jusqu'aux validations par les autorités. Si je ne me trompe pas, donc il y a six étapes à franchir. Hein? Exactement. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, donc pour ma quatrième question concernant le développement local, toujours, on a dit que comment développer, là on parle d'économie. Maintenant, sur la notion d'économie locale, qu'est-ce qu'une économie locale? Bon, pour moi, une économie locale, c'est le fait de concentrer les ressources. Voilà, exactement, les ressources qu'on a, les ressources locales, essayer de les mettre en valeur, de les favoriser pour que vraiment, si demain ces ressources-là sont écoulées, parce qu'aujourd'hui j'ai entendu par exemple le président de la République dire qu'il va aider à beaucoup produire, mais moi je dis que ça ne suffit pas. Il ne faut pas beaucoup produire, mais si vous produisez, comment faire pour écouler? Parce que c'est ce problème-là qui s'était posé avec la commercialisation de l'arachide avec les Chinois. Voilà, ça c'est un problème. Donc pour cela, il faut mettre en place une stratégie de transformation. Comment faire pour transformer ces produits-là et pour les mettre sur le... Parce que vous avez des produits bruts, essayez de les transformer pour les mettre sur le marché. Donc, quand on parle de ressources aussi, les ressources d'une commune, on peut parler de ressources humaines, on peut parler de ressources économiques. Voilà. Donc, ce sont les ressources humaines qui peuvent développer les ressources économiques. Donc, pour ça, c'est pour dire que la formation, elle est intéressante. Parce que si vous formez des gens, ces gens-là vont pouvoir mettre en place quelque chose qui peut vraiment développer... et même développer leur technique d'approche et aussi mettre leur expérience en valeur, à savoir accompagner la jeunesse sur les sessions de formation, de recyclage, mais aussi d'accompagnement surtout. Donc sur ce, je pense que aussi les collectivités locales ont un rôle à jouer là-dessus sur vraiment l'évolution économique de leur cité. Bien sûr. Ouais. Et voilà, donc maintenant, M. Dieng, nous avons vu encore que le monde a été secoué par une pandémie qui a gangréné le système de travail. C'est la COVID-19. Donc cette gestion. Pour le Sénégal, un plan a été dégagé dans la gestion de cette COVID-19, à savoir 1000 milliards où le président avait demandé 1000 milliards pour essayer de contrecarrer cette pandémie. Mais malheureusement, nous avons vu que ça persiste et on touche du bois. Actuellement, cette maladie est en nette régression. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part défaillance du côté de la gestion, puisque ces 1000 milliards devraient servir à donner vraiment un plateau d'excellence, pour les hôpitaux. Et à la sortie de cette crise, on devrait vraiment avoir des hôpitaux flambant neufs avec aussi des matériaux de nouvelle génération. Oui. Pour commencer, vous savez, la Covid, c'est quelque chose qui a touché tout le monde. Même les grands pays n'ont pas pu résister à ça. Donc, et c'est quelque chose qui est venu par effet de surprise. Donc, aujourd'hui, vu la gestion de la Covid au Sénégal, moi, je ne peux que féliciter surtout le personnel médical. Ouais. Moi, je dirais, sur le côté médical, on peut féliciter du gardien au ministre, le ministre de la Santé, le ministre des Infrastructures, le ministre de l'Intérieur. Tout ça, on a vu que vraiment, ils ont bien géré. Mais bon, il y a des problèmes, certes. Les problèmes, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le journal américain, American Today, je pense, USA Today,
ils disent que le Sénégal se place deuxième rang mondial et premier en Afrique. Je pense que c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on a bien géré. Mais il y a un problème au niveau de la distribution des vivres. Bien vrai que c'est important de distribuer parce qu'il y avait des populations les populations qui en avaient besoin, vraiment. Parce qu'il y avait le confinement, il y avait ces méthodes-là qui poussaient les gens à ne pas à économiquement avoir des problèmes. Mais aujourd'hui, on a vu que sur la distribution des vivres, c'est politisé. C'est politisé, il y a des querelles. Certains disent que voilà, c'est pas bien distribué, c'est fait pour enrichir une seule personne. Ça, c'est un problème qui se pose aujourd'hui. Et pourtant, le quota a été bien défini pour cette distribution. Moi, je pense même que la distribution, ça aurait été moi, j'allais pas distribuer. Parce que cette maladie a été d'abord une crise sanitaire. Oui, en fait, sur la gestion de la distribution des vivres, moi je pense que ce qu'on a fait payer par exemple pour le transport, pour transporter les vivres de Dakar, du port de Dakar à l'intérieur du pays, c'est beaucoup d'argent, c'est des milliards qu'on a payé. Est-ce qu'on ne pouvait pas enrichir le boutiquier qui est par exemple à Fonguelemi, lui venir acheter quelques sacs de riz? Il y a beaucoup de boutiquiers, le boutiquier qui est à Sandiara, ils peuvent faire des bons qu'on distribue. On donne ça à la mairie ou bien au sous-préfet, on lui donne la liste des nécessités. Si chacun vient, il prend son bon, il prend ça, il part à la boutique, il prend ce qu'il veut. Si c'est le riz qui l'intéresse, il prend du riz. Parce qu'il y a un paysan qui cultive du riz. Vous lui donnez du riz, qu'est-ce que ça peut lui servir? Rien. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a un problème sur ce côté. Et voilà donc, M. Dieng, nous allons aborder un point très sensible, mais aussi un point qui nécessite réflexion, toujours dans ce domaine où la COVID-19 a posé aussi ses actions. Il s'agit dans le domaine du sport. Le sport aussi qui a été freiné. Ouais. Et nous le constatons, les grandes compétitions n'ont pas été tenues. Et certaines colloques aussi n'ont pas été tenus par la FIFA. Et nous avons vu encore l'impact, surtout avec les clubs professionnels qui embauchaient des joueurs et qui faisaient des salaires. Et actuellement, nous avons vu le Sénégal avec ses clubs qui devraient sortir au plan africain, à savoir les Jaraaf et Teungueth FC. Mais cette Covid a vraiment freiner cet élan sur les entraînements, sur aussi le mode de gestion, surtout des équipes. Et le navétane aussi, qui au Sénégal est un moyen de communication, un moyen aussi de massification où vraiment tout ce que l'on veut le navétane peut le faire passer, mais qui a subi vraiment aussi ce fléau. Donc, selon vous, quelles sont les approches et quels commentaires faites-vous? Bon, je dirais c'est difficile. Nous qui sommes fans de foot, nous aimons le sport. Moi, je suis le président de l'ASC Djantebi de Sandiara. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne font pas de navétane, mais c'est un problème. C'est pourquoi même j'ai profité de l'occasion pour vraiment faire un petit tournoi de sport, de quartier. Après, parce que vous savez, les navétanes, c'est un sport populaire. Ouais. Et le navétane peut regrouper beaucoup de personnes. Et moi, je dirais même que le navétane est beaucoup plus suivi que le championnat. Et là, c'est un problème. Par exemple, vous allez à Sandiara aujourd'hui. Il y a des gens qui se réveillent à Sandiara, ils ne savent pas que Sandiara a un club de football. Ça, c'est un problème. Et ça, la solution qu'on pouvait apporter, c'est de faire comme ce qu'on a fait avec les agropoles et autres, c'est de faire l'intercommunalisation. Par exemple, la commune de Sandiara, la commune de Malikounda et la commune de Nguyen s'associent pour faire un club. Ou bien la commune de Tchadjaï, CSN, Sandiara, appelé le Djegem. Donc chaque commune va participer. Et ça va permettre de promouvoir les jeunes talents de cette Sandiara. Oui, mais aujourd'hui, il y a énormément de problèmes. Donc, ce que je propose aujourd'hui, comme on ne peut pas jouer au football, moi, je pensais plutôt à faire des vacances citoyennes.
Des vacances citoyennes, comment? Parce qu'aujourd'hui, je propose à chaque ASC, je vais en parler au maire de Sandiara, de faire des espaces verts. Par exemple, l'ASC Diantebi va faire son espace vert, l'ASC Magadan va faire son espace, l'ASC Kani, etc., etc. Et si on fait ça, ça peut servir à quelque chose. Il y a des choses recyclables, par exemple les pneus, les bouteilles, tout ce qu'on jette. On essaye d'associer ça et pour inventer quelque chose. Mais M. Dieng, en tant qu'acteur du mouvement, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas failli à votre mission d'accompagnement? Parce que ça aussi, ça fait partie de l'objectif du Navétane, à savoir, par exemple, dans le mot ASC. C'est une association sportive et culturelle. Mais les gens ont tendance à utiliser le S, qui est toujours le sport. Oui. Je pense que c'est la gestion en tant que telle, parce que toutes les ASC sont affiliées à l'ODCAV. Et l'ODCAV aussi, ce qu'elle propose, c'est le football. Rarement, il n'y a pas, bon, en ce que je cherche, il n'y a pas de Oscar de vacances, des trucs comme ça pour vraiment pousser les ASC. Parce qu'aujourd'hui, même sur le côté environnement, sur le côté culture, il y a déjà à promouvoir, mais je ne sais pas. Et pourtant, dans le règlement intérieur et le statut de l'ONCAV figurent bel et bien ces activités. Oui, mais ces activités-là ne sont pas développées. Ne sont pas développées. Et ça, c'est un problème. C'est ça même qui m'avait poussé un jour à penser à faire ce qu'on appelle la RSCD, la rencontre sportive et culturelle du Djegem. C'est-à-dire associer le Djegem, ce sont les communes de Tchadjaï, Sesen, Djegenyao, comme ça. On les regroupe. Une semaine, on fait une rencontre. Il y a l'équipe de Tchadjaï, l'équipe de CSN, l'équipe de Djegenyao, et toutes ces équipes-là. Chaque commune va apporter son équipe de football, son lutteur et son chanteur ou une équipe de basket. Et on va faire une compétition. On peut faire même de l'athlétisme comme les JO. Donc là, ça va permettre de promouvoir les jeunes et de promouvoir les autres activités. Mais aujourd'hui, j'ai vu, c'est une bonne chose qu'il y aura de la transparence parce que le système est informatisé maintenant, le système des Navétanes. Parce que le Navétane, c'est quelque chose, je l'ai intégré depuis très tôt, à bas âge. Donc c'est quelque chose qui doit vivre et faire vivre les quartiers. Et voilà donc le temps qui nous est imparti est presque fini. Donc M. Dieng, quelle est votre analyse de l'ensemble des points que nous avons développés ici et le mot de la fin? Je ne peux que vous remercier parce que ce que j'ai constaté au niveau du Sénégal pendant toute la crise, presque les techniciens ne sont pas invités. Il n'y a que des politiques qu'on invite sur les plateaux pour proposer une solution, alors que la solution devait venir des techniciens. Ouais. Donc aujourd'hui, je lance un appel à tous les maires du Sénégal d'essayer de poser des actes, d'essayer d'acquérir un plan d'occupation des sols, de faire un système d'information géographique, avoir une bonne maîtrise foncière et essayer vraiment d'aménager leur zone. Et vraiment, la jeunesse aussi, je lance un appel que les gens fassent des actes citoyens, des reboisements, tout ça vraiment pour développer leur localité. Et voilà, chers téléspectateurs, notre invité, c'était M. Mamadou Dieng, ingénieur topographe, mais aussi géomaticien, sur le plateau des Coins des leaders de Silaba Media. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nakupenda malai